Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir sur scène Pierre Boivin, président McCarthy Tétreault, Canada. Très bien, merci beaucoup. Monsieur, pouvez-vous juste m'ajuster ça? Merci. Je vais juste attendre que... OK, team? Parfait. Monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour à tous. Non, OK, vas-y. Oui. Attends. Ça donne rien. Tu as de l'eau, toi? Qu'est-ce que Parce qu'ils ont mis l'eau à droite. Non, Il y a celui qui était là, c'était... m'a pris la main. Quelque part. Mais c'est mon eau, ça. C'est à moi, ça. Ah ouais? Mais quand Marc-Antoine, à sa droite, il y a de l'eau avec un verre. Est-ce qu'il y a plus de l'eau? Non, non, mais celui qui est là-bas, c'est pas lui qui a pris. Vous m'avez déjà présenté, d'accord. Mais moi, je suis correct, oui. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir vous asseoir pour que la prochaine session puisse débuter. Merci. Yes. Alors, bonjour à tous et bienvenue à la session sur les ressources naturelles dans le secteur extractif. Alors, mon nom est Pierre Boivin et je viens du Québec au Canada, où en ce moment, il y a beaucoup de neige. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis ici au show avec vous, profiter du beau soleil de Dakar pour vous parler de notre sujet préféré. Sans plus tarder, je vais vous présenter les membres du panel, en commençant à ma gauche immédiate, M. Marc-Antoine Audette. Il est président, directeur général de Sama Resources depuis 2010. Marc-Antoine a plus de 30 années d'expérience en exploration et développement avec de grands groupes canadiens miniers. Il est présent en Afrique depuis 1988 et a aussi œuvré en Polynésie et au Brésil. À sa gauche, M. Ousmane Bachir Dem est chargé des opérations dans le programme Gouvernance des industries extractives de la Banque mondiale. Il a été directeur de Publier ce que vous payez Canada de 2008 à 2012. Il a également travaillé, entre autres, avec la Commission économique africaine des Nations unies, Partenariat Afrique-Canada et la Fondation suisse Emma Invest. À sa gauche, M. Oumar Togouyeni, vice-président régional d'IAMGOLD pour l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi président de la branche de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, qu'on appelle l'ICM, au Sénégal. Oumar compte plus de 25 années d'expérience internationale en exploration, en développement de projets et en production. Oumar a obtenu son diplôme ici même à l'Université de Dakar, en géologie appliquée en 1986, et a obtenu en 2005 un MBA à la Webster University aux États-Unis. Pour conclure le panel, Jean Vavrek. Jean est directeur exécutif de l'Institut canadien des mines. Et après avoir passé 20 ans chez ABB et Emerson au service des secteurs de ressources naturelles,
Jean est redevenu le directeur exécutif de l'ICM. Il siège également au Conseil du Temple de la renommée minière du Canada et à l'Association minière du Canada. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a des petites contraintes de temps. Alors, je me suis fait dire en coulisses qu'il fallait en plus y aller vraiment au plus court. Alors, je vais simplement vous mentionner qu'on va tenter de... En fait, on a réduit le panel à 2 questions pour être capable de rentrer dans le temps. Et ça devrait être une synthèse de la problématique qu'on veut discuter avec vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer la première question. L'exploitation des ressources naturelles pose un véritable défi de croissance économique et de développement durable. Comment s'assurer que l'extraction des ressources naturelles contribue à une croissance durable efficace? Je demanderai à Ousmane de se lancer. Merci. Merci Pierre de me donner l'occasion de lancer ce débat. Je vais éviter les présentations avec beaucoup de chiffres comme on a l'habitude de le faire ou des présentations sur un certain nombre de concepts, mais donner mon opinion sur ce qui me paraît fondamental pour répondre à la question. La première chose, quand on parle de comment faire en sorte pour que l'exploitation des ressources extractives bénéficie aux populations, c'est, il me semble, l'importance d'avoir une vision claire, définie par le gouvernement ou les États qui sont en place, l'importance d'adopter la transparence non seulement comme principe théorique, mais comme un élément fondamental sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais l'importance également d'avoir la reddition des comptes pour les entreprises, mais également pour les autres acteurs qui sont dans le secteur. Pour avoir une croissance inclusive, comme on dit, une croissance qui profite à tous. J'ai un collègue à la banque qui a l'habitude de parler de relations gagnant, gagnant, gagnant. Le premier gagnant faisant référence au gouvernement, les États veulent bénéficier et surtout avoir un maximum de recettes de l'exploitation de leurs ressources. Les communautés également qui ont le sentiment que ces ressources-là leur appartiennent veulent voir les bénéfices de cette exploitation-là. Mais le secteur privé également doit trouver son intérêt, c'est-à-dire que l'environnement juridique est stable, qu'il y a des conditions idoines pour faire les affaires, donc il doit y avoir des conditions pour que tout le monde gagne. Quelques commandements, si je peux l'appeler ainsi. Le premier, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'importance d'avoir un environnement juridique stable. On a vu dernièrement en Afrique une très forte tendance à vouloir revisiter les codes miniers sur une base très régulière ou à revisiter les contrats miniers. On a l'exemple de la RDC, l'exemple de la Guinée. Dans certains cas, on peut mettre l'argument selon lequel des contrats ont été tout à fait inéquitables. Il y a lieu de les revoir. Mais le message important ici, c'est de s'assurer qu'on ne soit pas dans un environnement instable qui remette systématiquement en cause la façon de faire les affaires. Deuxième élément qui me paraît indispensable, c'est la transparence des contrats. Je pense qu'à un moment donné, on avait beaucoup d'hésitation quand on parlait de cela, mais je pense qu'il est dans l'esprit du temps maintenant que les contrats dans le secteur extractif ne doivent pas faire l'objet d'opacité ou de secret. Ils doivent être mis sur la place publique pour éviter qu'il y ait des suspicions, pour éviter que les populations ou les acteurs aient le sentiment qu'il y a des deals qui se font derrière des portes fermées. Les contrats doivent être expliqués, présentés aux populations pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il en est. Et ça permet de gérer les attentes, manage the expectations, comme on dit en anglais. Il est également important d'avoir, comme l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, essayer de le faire, des mécanismes de collecte des revenus au niveau gouvernemental. L'ITIE essaie de le faire, mais une fois que ces ressources-là sont collectées, ces revenus-là sont collectés, s'assurer qu'il y a des dispositifs ou des politiques qui permettent à ce que ces recettes-là soient réinvesties dans des secteurs stratégiques. N'oublions pas, quand on parle des ressources extractives, le pétrole, les mines et le gaz, on a affaire à des ressources qui sont non renouvelables. Souvent, elles peuvent aller sur une période de 25 ans, 50 ans, 100 ans, peut-être ou 200 ans, comme le cas de la bauxite en Guinée, mais à un moment donné, ces ressources-là sont des ressources qui finissent. Il faut avoir une vision qui permette de
pouvoir s'appuyer sur les recettes que nous avons, les revenus que nous avons de ce secteur-là, pour développer l'élevage, l'agriculture, la santé, donc faire une diversification économique à partir de ces ressources, de ces revenus-là. Donc, ça touche directement à la question de la diversification économique. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Dernier élément pour faire très bref, parce que je sais que nous avons une contrainte de temps ici, c'est ce qu'on appelle le local procurement, l'achat local ou l'approvisionnement local. Il est de plus en plus, et ce matin, c'était très frappant de voir le président Diouf et certains intervenants parler de l'importance des petites et moyennes entreprises. Dans le cas du secteur extractif et particulièrement du secteur minier, la réflexion qu'il y a en cours, c'est comment on fait en sorte que, par exemple, des questions qui étaient tout à fait banales, on avait dans le passé, mon collègue de IAM Gold, je salue au passage le travail qu'ils font au Burkina Faso, on avait des situations assez inédites où des compagnies s'installaient en Afrique, mais ces compagnies-là, même pour acheter de l'eau, pour acheter de la viande, pour acheter du poulet, étaient obligées de le faire à partir du Brésil ou à partir de l'Europe ou à partir d'autres destinations. Donc comment est-ce qu'on peut développer des petites et moyennes entreprises au niveau local avec des entrepreneurs locaux qui puissent bénéficier en fait de ce secteur minier-là? Dernier principe que j'aurais dû amener au début de mon propos quand j'ai parlé de la transparence, je pense qu'il est fondamental et je pense que la tendance maintenant elle est acquise. Au début, on avait plus affaire à un débat entre le gouvernement et le secteur privé, mais de plus en plus, je pense qu'il y a un consensus dans ce champ-là qui consiste à admettre qu'on a fondamentalement besoin de cadres multipartites qui incluent à la fois le gouvernement et le secteur privé, mais également les acteurs de la société civile ou les représentants des communautés qui sont affectées par l'exploitation de la ressource. Absolument. Parce que les attentes sont immenses, il est important qu'il y ait un dialogue permanent pour prévenir les conflits et que surtout au niveau du secteur privé ou au niveau du gouvernement, qu'on n'attende pas qu'il y ait des crises pour commencer à venir au secours. L'exemple, même si c'est une mini-crise qu'il y a eu lieu au Sénégal oriental, en est une illustration. Nous avons eu des cas également de conflits et de violences en RDC, au Burkina Faso, pour ne citer que ces exemples-là. Donc voici très rapidement quelques éléments que je voulais poser pour lancer le débat. Si le temps nous le permet, on approfondira. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Alors, on a préparé le panel de façon à ce que maintenant vous ayez le point de vue de l'entreprise privée. Alors, je demanderai à Marc-Antoine d'entamer. Alors, merci de nous donner l'occasion de parler de cet aspect très important. Alors, c'est reconnu maintenant et tous les pays en Afrique et pays de francophonie insistent pour que développer le domaine minier que le domaine minier soit plus important dans le développement de leur économie. Alors, les pays francophones doivent faire plus que ce qu'ils font présentement pour promouvoir les investissements dans le domaine minier pour un développement durable. Je vais prendre un exemple. Il n'y a que les bourses du Canada, de l'Australie et celles de Londres qui financent les activités des entreprises juniors comme la nôtre. Moi, je vais sur les marchés à l'extérieur, Canada, Londres et ailleurs, pour trouver du financement pour faire des travaux d'exploration ici en Afrique. Alors ça, c'est quelque chose que je pense qu'au niveau de la francophonie, il faut commencer à réfléchir et à changer. Et la manière de le faire, c'est peut-être d'influencer les bourses régionales, de s'équiper de la même manière que les bourses canadiennes pour influencer l'accès aux capitaux pour développer le développement minier dans chaque pays de la sous-région ici, avec les fonds disponibles dans la région. Je prends un autre exemple. Il y a 1600 entreprises d'exploration minière cotées à la bourse de Toronto, Toronto-Vancouver. Sur ces 1600 entreprises, eux génèrent à peu près 700 projets d'exploration minière dans le Canada au complet. Alors, par contre, il y a uniquement 148 projets dans toute l'Afrique qui sont générés à partir des entreprises qui sont sur les bourses internationales. Ce n'est pas tellement normal, ça. Hein? En Afrique, il devrait y avoir 3 000, 4 000 projets, sachant très bien qu'ici en Afrique, le sous-sol est encore plus riche au niveau minier que le Canada l'est ou que l'Australie ou qu'ailleurs. C'est absolument essentiel
que pour développer le domaine minier ici, les gens d'ici puissent avoir accès à leur propre sous-sol en investissant directement dans des entreprises et en développant leurs propres entreprises à travers un système de bourse, de système boursier, comme ça se fait au Canada, comme ça se fait en Australie, et qui a été le moteur du développement économique canadien, qui a été le moteur du développement économique en Australie. Et pourquoi ne pas avoir la même chose ici? Alors, d'après moi, c'est très important que cet accès au capital de risque soit développé ici en Afrique et que les Africains puissent prendre possession de leur propre sous-sol en investissant à travers le système boursier pour créer des entreprises et développer leur propre potentiel ici. Alors ça, c'est un des aspects qui serait très intéressant. Nous, Samar Ressources, on a commencé cette démarche, ça fait maintenant près d'1 an, en Côte d'Ivoire. On est présent en Côte d'Ivoire et on essaie de faire un dual listing, comme on appelle dans le domaine, dans le jargon des investissements. Alors, on essaie de s'inscrire sur la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan et on est en négociation avec justement les régulateurs et les bourses pour pouvoir faire ce lien et d'aller justement chercher ici des investisseurs africains pour développer le projet avec nous. Alors, il y a encore un peu de travail à faire, mais je suis absolument convaincu que c'est un des aspects d'avenir pour le développement du domaine minier, c'est l'accès au capital. Merci. Merci, Marc-Antoine. C'est un excellent point. Si un jour, il peut se développer en Afrique une bourse en parallèle dans le secteur minier, par exemple la bourse de TSX, où est-ce qu'on peut avoir un double listing, qui veut dire que l'entreprise a un listing à la fois à Toronto, mais à la fois en Afrique, ce qui faciliterait l'accès au capital pour les Africains et permettrait aux Africains aussi de se familiariser avec les investissements à la bourse et d'être en mesure de contribuer directement dans la valeur, la valeur qui peut se déterminer ou évoluer dans l'entreprise. Alors, merci. Un point définitivement à poursuivre. On va le poursuivre. Oumar? Merci Pierre. Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays africains ont commencé à voir leur secteur minier se développer. Et il y a certains pays africains qui ont un secteur minier ou de ressources naturelles qui est beaucoup plus mature, mais malheureusement, on n'a pas vu de développement économique durable qui a accompagné ce secteur minier. Donc, la question se pose aujourd'hui avec beaucoup de réalité, mais aussi de perception sur l'impact ou la contribution du secteur minier sur le développement économique de nos pays. Impact immédiat, c'est-à-dire comment on influence, quelle est notre contribution dans le développement économique de nos pays sur le short terme, et est-ce que ce qu'on crée va rester après la fin du secteur minier ou la fin des opérations minières. Il y a beaucoup de débats. Il faut le dire, le secteur minier aujourd'hui contribue au développement de nos pays. Parce que quand on regarde dans beaucoup de nos pays, la contribution au produit intérieur brut du secteur minier est assez importante. Mais est-ce que c'est optimum? Probablement non. Parce qu'il y a beaucoup de faiblesses dans le système. Faiblesse qui est liée à facteurs structurels. Une part est créditée à nos États, à nos institutions qui doivent être beaucoup plus forts, qui doivent pouvoir attirer beaucoup plus d'investissements, de telle sorte qu'on ait un gâteau beaucoup plus large à partager. Deuxièmement, au niveau des compagnies minières, il faut que nous aussi, nous soyons beaucoup plus ouverts, que nous regardons et que nous travaillons en partenariat avec les communautés, avec les États, pour voir dans quel domaine nous allons pouvoir impacter beaucoup plus. Il y a 3 facteurs importants. Les contributions directes dans nos économies, c'est-à-dire les impôts et les redevances qui vont dans les coffres de l'État. Ça, aujourd'hui, je crois que c'est la contribution la plus importante des compagnies minières ou des activités minières dans nos pays. Deuxième aspect, la création d'emplois. Les emplois directs sont limités parce que les compagnies minières ne créent pas suffisamment d'emplois et ça, c'est par la nature de nos opérations. Là où nous pouvons influencer davantage, c'est à travers les emplois indirects. Et ça, c'est lié aussi à la sous-traitance, aux achats de biens et services locaux, pas seulement locaux, nationaux et même régionaux. Ousmane l'a dit tout à l'heure, et ce matin,
les présidents, que ce soit Abdou Diouf et Macky Sall, l'ont souligné. Il faut que de plus en plus, on développe le local procurement. Pas seulement les biens, mais les services. En faisant cela, nous allons créer beaucoup plus d'emplois indirects. Et cela va participer à dissiper la perception que le secteur minier ne contribue pas suffisamment au développement de nos pays. Troisième point important, c'est comment contribuer au développement des infrastructures et de l'énergie. Aujourd'hui, le développement des ressources naturelles dans nos pays est handicapé par le manque d'infrastructures. Je prends par exemple l'énergie. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les pays africains, la plupart des pays africains, l'énergie coûte extrêmement cher et ça handicape le développement de l'activité minière. Comment nous allons travailler avec les États, avec les institutions comme la Banque mondiale ou peut-être le réseau de la francophonie pour développer les infrastructures nécessaires qui vont profiter au secteur minier, mais aussi aux autres secteurs secteur économique. Je vous donnerai quelques exemples. Nous, au niveau d'IAMGOLD, nous sommes présents dans 3 pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous donnerai l'exemple particulier du Burkina où nous avons une mine, la mine la plus importante du pays, où très tôt nous avons identifié que nous sommes là pour le long terme. Nous ne sommes pas là pour 5 ans, 10 ans. Nous espérons être là 20, 25 ans, 30 ans. Et pour cela, il faut que nous arrivions à être perçus comme de bons citoyens. Sur ce point, nous sommes assis avec le gouvernement, avec les communautés pour identifier les grands axes de développement. Au niveau de la formation, parce que dans nos pays, nous manquons beaucoup d'expertise technique. On l'a dit ce matin, nous formons beaucoup d'administratifs, de gens en littérature, mais pas suffisamment de gens qui peuvent s'insérer directement, par exemple, dans le secteur minier ou dans d'autres secteurs économiques de pointe. Donc, nous avons des programmes de formation à l'interne, mais au niveau du pays également, nous avons contribué à mettre en place des écoles et des centres de formation technique. Deuxième grand axe pour nous, c'est le développement des achats locaux. Et un de nos grands succès, c'est d'avoir contribué avec l'Institut canadien des mines au développement de l'association burkinabé des fournisseurs de services miniers. Et pour ce faire, nous avons encouragé des jeunes entrepreneurs et nous les avons aidés. On les a amenés au Canada pour aller voir ce qui se passe dans ce pays minier qui s'est développé. Le Canada s'est développé aussi avec son secteur des ressources naturelles, secteur minier. Nous les avons amenés pour qu'ils voient ce qui se passe là-bas et qu'ils puissent nouer des partenariats de telle sorte qu'ils puissent s'intégrer progressivement dans le secteur minier, qu'ils puissent nous fournir des biens et services, pas seulement pour IAMGOLD, mais tout le secteur minier. Notre espoir, c'est que s'ils peuvent développer l'expertise nécessaire pour servir le secteur minier, ils peuvent aussi servir le reste de l'économie. Et c'est en train de marcher et c'est quelque chose qu'on encourage dans les autres pays, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, pour que les gens se mettent en place, qu'ils mettent en place des coopératives, des organisations de telle sorte qu'ils puissent progressivement percer le secteur minier, qu'ils puissent fournir des biens et services au secteur minier. Les infrastructures, nous regardons aussi avec le gouvernement, avec la Société nationale d'électricité, par exemple, comment amener l'électricité sur le site minier. Nous sommes à 335 km de la capitale du réseau électrique. Il n'y a pas d'électricité, nous sommes obligés d'avoir nos propres centrales. Mais si nous pouvons mettre une dorsale électrique qui va relier le réseau actuel à notre mine, cela va permettre de développer la partie nord du pays où il y a actuellement très peu de développement économique. Donc, il y a quand même des activités que nous pouvons mener, mais nous avons besoin de ce partenariat avec les États pour pouvoir les mettre en place de telle sorte que nous ayons un développement durable qui va perdurer à la fin de l'activité minière. Merci. Merci, Omar. Encore une fois, avec les contraintes de temps, nous allons maintenant, évidemment, on a fait un tour de piste avec 3 des panélistes un peu rapide sur tout le secteur du droit minier et du oil and gas, mais c'est en fait de susciter quand même, donner une toile de fond à la question qui suit. Comment peut-on maximiser les résultats dans les pays d'Afrique francophone en se servant d'outils de la francophonie et du réseau de la francophonie? Sur cette question, je demanderai à Jean Vavrec d'entamer la discussion. Merci, Pierre.
Pour commencer, je vais vous laisser sur votre appétit pour faire simplement la mention du volet transformation que nous ne pourrons pas adresser ici aujourd'hui. Mais en Amérique du Nord, par exemple, il y a quelques décennies, nous avions une industrie de la transformation, que ce soit l'acier et l'aluminium, qui était imposante. Notre marché, notre population est en déclin. Vous avez l'opportunité ici d'un marché qui est en pleine effervescence, en pleine croissance, d'une classe moyenne où vous allez développer de la richesse. Donc, vous avez une opportunité au niveau de votre produit intérieur brut et aussi de votre valeur ajoutée d'amener les choses à un niveau que nous, on a déjà vu en Amérique du Nord. Qu'on parle de métaux, qu'on parle de pétrole, de produits pétrochimiques, plastiques, ou qu'on parle de foresterie, de papier, toute la chaîne de valeur ici offre un potentiel qui est vraiment phénoménal. Il y a un ensemble d'outils, de mécanismes qui existent dans le mode de la francophonie, mais aussi au niveau de certaines autres langues qui peuvent être transposées à l'intérieur de la francophonie mondiale. Je voudrais débuter par l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et l'UMOA, le fruit d'un premier atelier, d'un premier exercice qui a eu lieu ici à Dakar fin septembre, je crois nous donne une piste de développement, au moins au niveau ouest-africain. Ancré dans les normes, le travail ici se fait depuis environ 5 ans. Ça avait démarré avec le volet RSE, la norme ISO 26000. Je voudrais vous mentionner que des normes ISO au niveau minier, le groupe technique TC82 est en pleine effervescence, donc il va y avoir des développements assez majeurs au niveau ISO. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la norme BNQ qui a été développée à l'intérieur du cadre de la francophonie, qui commence à être mise en application dans les différents secteurs des ressources naturelles. Donc, il y a déjà des outils, des moyens à transformer. Au Canada, l'Association minière du Canada, qui est comme une chambre des mines dans le fond de l'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA, et l'Association minière du Québec, qui serait la chambre des mines du Sénégal, ont mis en application depuis environ une dizaine d'années un système de gestion qui s'appelle Vers le développement minier durable, qui existe déjà en anglais, mais en français, même certains outils en espagnol, donc qui peut être rapidement transposé ici aux entreprises d'extraction. Donc, il y a vraiment un portefeuille d'outils qu'on pourrait rapidement déployer si on se donnait cette mission-là. Un des éléments probablement les plus importants, c'est de pouvoir prévoir la demande en main-d'œuvre, la demande en achat, la demande en énergie et en infrastructure. Nous, ce qu'on a vu il y a environ une dizaine d'années, c'est que pour vraiment bien faire, ça nous prend un conseil sectoriel qui touche premièrement à la main-d'œuvre, des modèles prévisionnels qui nous permettent de voir pour différentes occupations, pour différents types de mines, différentes commodités, quels seraient probablement les besoins selon différents scénarios. Parce qu'il faut vraiment regarder la demande de 10 à 15 ans d'avance. Et c'est un élément important qui est encore ici en déficit, qui permettrait de mieux guider l'investissement, que ce soit au niveau universitaire, au niveau des lycées, au niveau des métiers, et aussi pour accompagner le développement de PME et des entrepreneurs. Je voudrais toucher spécifiquement au volet infrastructure, que ce soit énergie, que ce soit ferroviaire, maritime. Au Canada, 50 du transport ferroviaire maritime est relié à l'industrie extractive. Ici, un de vos défis et une de vos opportunités, c'est le volet interconnexion transfrontalier. La mine peut être à un endroit, mais peut-être que l'apport en énergie hydroélectrique est au sud de la frontière, ou que le meilleur moyen de se rendre à un port ou au marché, c'est un réseau ferroviaire ou un port en eau profonde qui est dans le pays d'à côté. Donc, moi, je vous encourage fortement à regarder au niveau PPP, au niveau projet d'infrastructure, encore là, un modèle prévisionnel à plus long terme pour voir comment mieux travailler ensemble. Nous, on est obligés de le faire entre nos provinces. Donc, l'UMOA, c'est une fédération, semblable un peu à ce qu'on voit au Canada. Pour vraiment avancer, un ensemble de regroupements, que ce soit des associations, des instituts, nous a apporté une valeur. C'est un modèle qui existe déjà en Australie, qui existe aux États-Unis, qui existe en Afrique du Sud. Donc, il y a une mouvance mondiale. L'Institut australien se nomme maintenant Austral-Asian, donc ça touche de plus en plus l'Asie et le Pacifique. L'Institut sud-africain se nomme maintenant Southern African, donc ils ont une migration vers le nord. Et avec SME aux États-Unis, nous sommes déjà tous les deux présents en Amérique latine. Le problème, c'est que l'Afrique francophone
que ce soit l'Afrique de l'Ouest, le Nord, le Maghreb, est laissé pour compte. On voit, nous, des expressions d'intérêt de groupes de gens d'affaires hispaniques, lusophones, qui viennent vers nous. Et encore ici, on voit que la francophonie est laissée pour compte. Mais si on regarde ce qui s'est fait, les regroupements qui sont en mouvance, notre désir est vraiment d'amener des modèles semblables ici. On voit déjà en Afrique de l'Ouest la possibilité de créer un district minier ouest-africain qui est, on espère, la base de ce qui peut devenir un institut minier d'Afrique de l'Ouest, vers un institut minier franco-africain et idéalement ce qui serait l'Institut minier de la francophonie mondiale. Donc, il faut aller par étapes, mais avec la création de différentes branches ici qui amènent les professionnels, les gens d'affaires et vraiment les chercheurs aussi, ainsi que les universitaires. Nous croyons qu'il y a un modèle pour amener vraiment toute une communauté de personnes intéressées. Les regroupements d'entreprises, les regroupements d'organisations, c'est une chose, mais ce qui fait la différence, c'est le talent individuel, l'énergie, la passion de tous et chacun ici dans la salle. Donc, les bases de l'expansion de notre institut se veulent vraiment les bases d'un institut francophone qui va voler avec des ailes plus larges. Je vais laisser la place à nos autres conférenciers, mais je peux revenir. On en aurait pour quelques heures. Oui. Je comprends, Jean, que l'IFDD ne traite pas spécifiquement des ressources extractives présentement, mais qu'il y aurait fort probablement un avantage à ce qu'effectivement cet aspect-là soit traité de façon plus spécifique. Et je pense qu'en écoutant ça, ça me fait penser que peut-être en tant que panel, on pourrait peut-être prendre le taureau par les cornes et peut-être entamer nous-mêmes une démarche avec les gens peut-être de la francophonie avec qui on pourra discuter, mais de voir si effectivement on pourrait se porter volontaire pour activer cette réflexion-là au niveau de l'IFTD. Si tout le monde est d'accord sur le panel, on pourrait prendre l'engagement ici d'aller de l'avant et puis de poursuivre cette idée-là. Maintenant, je pense que je vais laisser peut-être la possibilité aux membres du panel de commenter sur ce que Jean vient de mentionner, si vous avez des commentaires rapides. Merci Pierre. Ce que je voudrais souligner, c'est que quand on parle de réseau francophone, on a beaucoup d'expertise au sein des pays francophones. Il n'y a pas suffisamment d'échanges aujourd'hui, mais il faudrait qu'on puisse le développer. Ce n'est pas seulement en Amérique du Nord, au Canada ou ailleurs qu'il y a de l'expertise. Dans nos pays, au Sénégal, au Maroc, Côte d'Ivoire, il y a de l'expertise. Mais il faut qu'on puisse créer un réseau de telle sorte qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Les échanges aussi signifient une facilité de déplacement, une facilité de communication pour pouvoir partager du point de vue de connaissances, mais aussi les financements, les investissements et les opportunités d'affaires. Que nos hommes d'affaires dans nos différents pays puissent voir quelles sont les opportunités sud-sud, nord-sud, et ainsi de suite. Donc, il y a une opportunité réelle au sein de la francophonie pour développer davantage les opportunités d'affaires pour le secteur minier. Merci. Merci, très bon. Alors, on aimerait vraiment élaborer davantage, mais je crois qu'à ce stade-ci, je vais peut-être ouvrir les questions à la salle. S'il y a des gens qui aimeraient peut-être soulever des questions pour les membres du panel. Je crois, est-ce qu'il y a les micros qui sont disponibles? Il y a une dame qui est là. Je veux juste voir s'il y a des gens qui... Alors, notre panel a été à ce point... Ah, madame, vous avez une question. Oui, j'ai Bonjour. une question. Pourriez-vous vous identifier, madame, s'il vous plaît? Contribution. Voilà, je m'appelle madame Diaw Fatou Kiné. Je m'étais présentée ce matin. La répétition est pédagogique. J'ai constaté que plusieurs sociétés minières proposent aux populations des écoles. Je pense qu'il faut ajouter l'aménagement de domaines agricoles pour les jeunes et aller plus loin même, proposer la promotion de l'habitat rural. Parce que ces jeunes, ils quittent leur village pour venir en ville. Ils sont des vendeurs à la sauvette. Et vous avez entendu tout à l'heure ces jeunes dire que nous voulons aller entreprendre dans l'agriculture. Mais il faut les sédentariser. Donc, pour les sédentariser, il faut assurer la promotion de l'habitat rural. Donc, les sociétés minières doivent prendre en compte dans leur contrat la construction de quelques logements sociaux ruraux. Je vous remercie.
Excellente question. Ruraux plutôt, de quelques logements sociaux ruraux. Donc, cela permettra de sédentariser les jeunes et permettra également l'épanouissement de toute la population au lieu de se confiner tout simplement à construire des écoles de formation pour vous-même. Donc, nous sommes dans une croissance inclusive. Je vous remercie. Merci, madame, pour le commentaire. Et messieurs, qui veut y aller en premier? Je peux répondre? Oumar, Ousmane, peut-être? Merci, madame. Vous avez soulevé une question très importante. Il faut que les sociétés minières changent leur approche et que ce soit une approche participative. Ce n'est pas à nous de définir ce dont les communautés ont besoin, c'est de s'asseoir avec les communautés et de définir ensemble les besoins. En ce moment, nous pouvons aider à réaliser ce dont elles ont besoin. Ça peut être des écoles, ça peut être des hôpitaux ou des dispensaires, ça peut être des jardins maraîchers, ça peut être autre chose. Mais il faut une approche participative. Et c'est ce que la plupart des compagnies maintenant commencent à faire. Il faut changer le paradigme précédent où on le faisait, on prenait les décisions à la place des communautés. Merci. Merci. Ousmane, tu voulais rajouter un petit quelque chose? Oui, très rapidement. Je pense que les catégorisations sont importantes, mais souvent elles ne nous permettent pas de voir la réalité. Dans les compagnies minières, c'est comme le menu chinois. Pour parler des compagnies minières, vous avez du tout. Vous avez, si je peux me permettre et de ne pas pour une fois être politically correct, vous avez des compagnies qui sont très bonnes. Et ce n'est pas parce que je veux faire plaisir à Oumar qui est sur ce panel-là, mais je pense que AM Gold en est un exemple. Mais vous avez d'autres compagnies qui exactement sont dans cette approche de minimaliste de responsabilité sociale des entreprises. Mais les bonnes compagnies actuellement ont compris non seulement qu'il ne s'agit pas de faire une école ici, un dispensaire par là, un tournoi de sponsorisation pour les jeunes du quartier ou un tournoi de musique pour faire un clin d'œil à Youssou N'Dour, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut non seulement intégrer un plan de développement local, mais également intégrer ce que les compagnies minières font avec les programmes que le gouvernement met en place. Et je pense même au Sénégal, il y a une réflexion au Sénégal oriental pour voir avec Teranga Gold et autres comment on intègre leurs interventions par rapport au plan de développement communal et au plan de développement local au Ghana, au Burkina Faso et dans d'autres pays où on parle de plus en plus de pôles de mining gross pôles, les pôles de croissance autour de l'activité minière, comment est-ce qu'on peut intégrer ces choses-là. Mais c'était une remarque utile qu'il fallait ramener, Madame Diop. Merci Ousmane et merci Madame pour votre question. Pierre, un petit quelque chose, Jean, oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Sur le volet de la cohabitation entre le secteur, l'activité minière ou extractive ou peu importe, et agricole, en émergence, il existe un certain nombre de cas qui ont été présentés à un symposium quand même ici à Dakar il y a 2 ans. Un symposium semblable s'est tenu avec le Grupo Dialogo à Lima, au Pérou. Donc, c'est une dynamique qui est vraiment en pleine effervescence. Les conversations entre le secteur et les communautés ainsi que les gouvernements centraux doivent prendre place plus tôt, à un niveau beaucoup plus profond. Ce qui m'amène à un élément important, c'est qu'il y a une obligation, je vous dirais un défi de la part des gouvernements nationaux, fédéraux, à l'échelle planétaire aussi, de se doter de moyens et de bases de données non seulement géoscientifiques, mais on pourrait dire même bioscientifiques, pour avoir une meilleure connaissance du référentiel, du potentiel qui est multisectoriel. Donc, nous avons collectivement besoin de nous développer de meilleurs outils, de meilleures façons aussi de regarder à plus long terme comment maximiser la valeur ajoutée, comment valoriser en parallèle l'activité agricole, maraîchère. Il y a quand même des exemples d'entreprises minières. Vous avez vu, je crois, Mme Robert qui vous parlait de ce qui se faisait à la République démocratique du Congo en partenariat avec certaines minières. Donc, il y a déjà des pistes à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de progrès à faire. Et c'est vraiment un des objectifs sur nos agendas collectifs. Merci, Jean. Est-ce qu'il y avait une autre question dans la salle? Mademoiselle, je crois qu'il y a un monsieur en haut là, qui lève la main. Ah, une dame. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. C'est Mamadou Dia de la stratégie de croissance accélérée.
Il y a un point qui a été abordé tout à l'heure par rapport à la maximisation de la valeur ajoutée. Nous pensons par rapport à cette maximisation, c'est d'abord qu'on puisse transformer les minerais localement. Je pense que c'est important quand même que les industries minières ne se limitent pas uniquement à l'extraction, mais pensent plutôt à une transformation au niveau de nos pays, et ça pourrait créer davantage d'emplois et créer de la valeur ajoutée et renforcer un peu nos économies. Excellent point, monsieur. Effectivement. Je pense que tout le monde est d'accord, mais je crois que Oumar, tu veux rajouter peut-être un commentaire rapidement? C'est vrai que c'est un désir de faire la transformation des minéraux sur place. Cela dépend de quel type de minerai vous parlez. Si je prends par exemple les minéraux aurifères, pratiquement une bonne partie de la transformation est faite sur place. Ce qui est fait à l'extérieur, c'est du raffinage qui ajoute très peu de valeur ajoutée. Il faut se focaliser surtout sur la façon dont nos entreprises, nos hommes et nos femmes d'affaires peuvent fournir des biens et services au niveau du secteur minier. C'est là où il y a le plus gros partage à faire. Si vous prenez, il y a certains minéraux comme les phosphates qu'on peut transformer sur place, okay, mais le moteur de développement, c'est la création de petites et moyennes entreprises qui vont servir le secteur minier. Vous prenez l'Australie aujourd'hui, ils exportent toujours du fer vers la Chine, ils exportent le charbon vers la Chine, ils exportent un peu partout. Ça n'empêche que l'Australie aujourd'hui est une référence. Le Canada, exactement la même chose. Par contre, les entreprises locales fournissent 99% des services, des biens et services requis pour faire fonctionner ce secteur minier. Merci. Je voudrais rajouter sur une population d'environ 35 millions au Canada, il y a environ 400 000 emplois directs au niveau extractif. Et un des défis, c'est vraiment d'inventorier l'emploi indirect au niveau de l'approvisionnement. Les chiffres préliminaires nous disent que facilement un ratio au moins 1 pour 1, possiblement 2 à 3 pour 1 d'emplois indirects, dépendamment comment large on regarde. Donc, à ce niveau-là, vous avez quand même déjà un potentiel qui est énorme. Si vous regardez toute la richesse que ces salaires-là amènent et que cet achat-là amène et que ça génère, ça va générer de l'activité économique, de l'achat local, des produits maraîchers, donc tout le volet agricole, transformation alimentaire. C'est clair que dans certains cas, moi je vous dirais au niveau du fer, au niveau de l'acier, vous avez une opportunité de regarder votre marché localement au lieu d'envoyer votre minerai de fer à l'extérieur, possiblement sur certains autres métaux. Mais ce qui dicte vraiment le tout, c'est le prix des métaux et c'est les marchés. La Chine était un marché incroyable qui va le demeurer. J'ai fait l'allusion. Vous avez un potentiel semblable. Donc, vous pourriez faire ici comme la Chine l'a fait au niveau de la transformation, mais ça vous demande vraiment une planification stratégique intégrée. Au niveau de certains autres métaux, ça ne sera pas économique. L'aluminium, ça demande un niveau d'énergie qui est phénoménal. Donc, vous devriez à ce moment-là développer des infrastructures différentes. Mais cas par cas, c'est un endroit où encore nous, on peut accompagner avec l'expertise, la connaissance sur les modèles et idéalement vous aider à développer le plus possible la transformation locale. Donc, ça devrait être un objectif, mais ça faudra pas être... Merci. Ce que je vais faire, à cause des contraintes de temps, je vais prendre une autre question, mais je vais dire aux gens que nous allons rester disponibles parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont les mains en l'air et puis qui aimeraient poser des questions. Alors, ce que je vais vous suggérer, c'est que, encore une fois, malheureusement, j'ai des contraintes. Si j'ai tous les signaux qu'on m'envoie qu'on est en train de dépasser. Alors, Aziz, oui, tu voudras... D'accord. Dernière question, Aziz, parce qu'on le connaît bien. Et puis, après ça, c'est la dernière question. Et on va conclure. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une réponse. Donc, par rapport à Mme Diaw, sa préoccupation, c'est Abdou Aziz ici de Teranga Gold. Effectivement, on va au-delà de construire des écoles, des hôpitaux, des forages. Et pour répondre spécifiquement à sa question, Teranga Gold a financé, avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, le domaine agricole communautaire de Itato, dans la région de Kédougou, pour 500 millions de francs CFA. Et pour compléter aussi ce qu'Omar disait tout à l'heure, Teranga a développé une stratégie de développement régional. Nous voudrions que nos opérations impactent de manière significative, au-delà de la durée de vie de la mine, la région de Kédougou en entier. Et c'est une stratégie qui a été élaborée
avec le soutien d'une organisation internationale spécialisée en planification, Replan pour ne pas la citer, qui est à l'issue de 18 mois de forums, de tables rondes, impliquant les communautés, impliquant les autorités au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et c'est un complément des programmes et développements locaux et nationaux du gouvernement du Sénégal. Et ceci est adossé à 3 piliers importants, le développement économique, la croissance économique, mais aussi la sécurité alimentaire, aussi la formation et l'emploi des jeunes. Donc on a toute une batterie de programmes pour que notre opération, et on a ouvert aussi un bureau à Kédougou, spécialement dédié à pouvoir permettre aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques de Kédougou de pouvoir avoir des parts de marché dans nos approvisionnements. Donc, ce qui concerne le contenu local. Donc, on a des réponses très précises, très spécifiques par rapport à cela. Je vous remercie. Mais ce que je vais faire, Aziz, je vais t'inviter à venir ici, peut-être discuter avec la personne qui a soulevé la question, parce que je crois que tu as encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, évidemment, qui est passionnant. Et je t'inviterai peut-être à venir ici. Écoutez, je vois vraiment, il y a beaucoup de mains qui sont levées. On ne prend plus d'autres questions, malheureusement, mais on reste ici. Mais je vais vous demander rapidement au panel une dernière chose. Je vais vous donner 30 secondes, très brièvement. J'aimerais que chacun d'entre vous livre rapidement l'essentiel du message que vous aimeriez laisser aux gens ici. Rapidement. Alors, je vais commencer. Moi, je dirais que c'est pour aider le développement de la bourse régionale, le BRVM, à l'instar des bourses canadiennes, hein, pour encourager le financement dans les entreprises locales, pour dynamiser le secteur de l'exploration et du développement des ressources minières. Alors, il faut aider le BRVM à se développer dans ce sens-là. Excellent. Merci. Merci. Ousmane? On a parlé des outils qui existent dans la francophonie, mais il ne faut pas également qu'on se leurre. Le gap qui existe entre les pays francophones et le monde anglo-saxon, il est énorme. Il y a encore de sérieuses difficultés ou beaucoup de manque de capacité dans les pays francophones. Il faut qu'on commence sérieusement à y travailler. J'ai l'occasion de travailler dans différentes zones géographiques et le constat, il est évident. Il faut changer la mentalité pour enfin ne pas être fataliste et arrêter de parler de la malédiction des ressources. C'est un secteur qui est difficile, mais je pense que nous avons de plus en plus des gens qui en ont la capacité, qui ont les compétences, qui peuvent également aller chercher les capitaux pour que finalement le secteur extractif puisse servir de moteur à la croissance africaine, mais une croissance intégrée. Excellent. Merci beaucoup. Oumar. Merci. Mon cheval de bataille, je crois que ce devrait être le cheval de bataille des gouvernants et aussi des compagnies minières, c'est le développement de l'expertise nationale, le développement de PME et de PMI qui peuvent participer à l'activité minière et partager, avoir une plus grande part du gâteau. Merci. Merci. Jean? Pour moi, ça serait de voir comment rapidement, avec l'UMOA, les membres, l'IFDD, on peut mettre vraiment les bases d'un institut minier ouest-africain, francophone, qui pourrait nous amener plus loin à plus long terme. Excellent. En terminant, je me permets un mot de la fin très rapide. Mon 5 minutes est devenu à peu près 45 secondes. Les ressources naturelles sont un élément dans le secteur extractif, c'est un élément important dans les économies de tous les pays dans le monde. Je pense que, premièrement, je remercie l'organisation de nous avoir donné la chance aujourd'hui d'en parler parce que je pense que c'est important qu'on en discute. Mais ce que je peux vous dire, c'est que comme panel, dans nos discussions en préparation de la rencontre d'ici aujourd'hui, il y a une chose qui est ressortie, c'est que la francophonie a des outils que le secteur n'utilise pas pleinement. Alors, l'engagement qu'on s'est pris, nous, personnellement, dans le panel, c'est de commencer à activer des choses à l'intérieur de l'organisation de la francophonie pour donner une place plus importante aux ressources extractives. Je vous remercie de votre attention et on demeure autour s'il y a des questions.